Dans cette vidéo, nous présentons les méthodes pour résoudre des équations différentielles, des équations dérivées partielles à l'aide d'un changement de variable. Donc une équation dérivée partielle, c'est une équation qui se présente sous cette forme-là. Donc là, c'est une équation dérivée partielle d'ordre 1. Donc on cherche à résoudre ces équations, et sauf cas particulier, il n'y a pas de méthode type. Donc on va en général passer par des changements de variables pour résoudre ceci. Donc les changements de variables, il y a des changements de variables qui sont tout à fait classiques, donc qui sont les changements de variables affines. Donc ces changements de variables affines consistent à poser un UV égale AX plus BY CX plus DY. Et on va faire un changement de variable. Donc remarquez bien que ce changement de variable, si on l'écrit sous forme matricielle, on obtient un truc de ce genre-là. Et à chaque fois qu'on va faire un changement de variable, on va essayer de faire ce changement de variable pour faire en sorte que ce changement de variable soit de classe C1 et bijectif. Donc comme c'est un changement de variable ici qui est tout à fait linéaire, vu l'écriture matricielle, pour qu'il soit bijectif, il suffira que le déterminant de cette matrice-là soit non nul, c'est-à-dire que AD moins BC soit différent de 0. Donc on va se placer dans ce cadre-là, donc on va se placer dans le cadre où AD moins BC est différent de 0, et vous remarquerez qu'au départ, quand on veut résoudre du coup ce genre d'équation-là, notre A, notre B, notre C, notre D, on ne les connaît pas. On va juste dire, bah, tiens, on va prendre des A, B, C, D, tels que AD moins BC est différent de 0, et on va poser ce changement de variable. Donc en fait, ce changement de variable, il faut bien voir qu'il se présente comme ça. Donc on a notre XY, on va le transformer en AX plus BY, CX plus DY, et notre F, AXY, est aussi F de XY. Donc vous voyez, il y a ces flèches-là, donc de XY, on peut faire deux choses. Calculer AX plus BY, CX plus DY, qu'on va appeler UV, et calculer F de XY. Et le but de notre changement de variable, c'est de nous intéresser à cette fonction-là, qui va passer de cette quantité-là à celle-ci. Et donc, en fait, il faut bien comprendre ce schéma-là. Donc, c'est un schéma qu'on va faire tout le temps, quasiment. Donc, vous voyez, il y a des flèches. Donc, cette fonction qui a XY associée à X plus BY, CX plus DY, je l'appelle H. J'ai pas fait la flèche, mais on peut dessiner, je vous conseille de le faire d'ailleurs, dessiner une flèche dans l'autre sens. Comme H est bijectif dans l'autre sens, on va avoir H-1. Et H-1 à UV va associer H-1 de UV. Et en fait, si vous mettez la flèche dans l'autre sens, vous allez voir qu'on va pouvoir tourner autour de ce diagramme. Et en fait, quand on regarde, qu'est-ce que c'est que F de XY, ben, on part de XY pour aller là, mais on peut le faire autrement ce chemin, on peut le faire aussi comme ça. Et en fait, on obtient que F de XY, c'est G rond H de XY. C'est ce qu'on a dû écrire quelque part ici. Est-ce que je l'écris non, je ne l'ai pas écrit, mais enfin, on voit sur le dessin que F de XY, c'est G rond H de XY. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma fonction G. Donc, qu'est-ce que c'est que ce G? Ben, on voit que G me fait passer de UV à G de UV. Et en fait, pour trouver qui est G, ben, je vais faire la même chose, mais je vais utiliser la petite flèche que vous avez normalement rajoutée qui va ici. Donc, c'est mon H-1 que je compose avec F. Et donc, j'obtiens l'écriture qui me dit que G, c'est F rond H-1. Et cette écriture-là va me permettre de calculer les dérivées de G en fonction de celle de F, et inversement. Donc là, l'idée, donc, ça va être de remplacer df sur dx par une dérivée de G par rapport à U, donc cette quantité, et par des dérivées de G par rapport à V, bien sûr, donc celle-là. Et pareil pour faire, bon, je sais pas pourquoi il va prendre en bas, pareil pour la dérivée de F par rapport à Y. Donc l'idée, c'est de prendre l'écriture qui est la plus favorable à ceci. Et donc, on va prendre plutôt l'écriture qui nous dit que F, c'est G de H de XY. Et c'est cela qu'on va dériver. Donc, en gros, on va appliquer la règle de la chaîne avec deux variables. Donc, vous voyez que ce schéma-là, c'est un schéma de règle de la chaîne. Et mon df sur dx, ça va être dg sur du fois le du sur dx. Donc mon u, ça va être le ax plus by. Le plus, pareil, on dérive par rapport à la deuxième variable de g, et on dérive le v, donc c'est-à-dire ce cx plus dy, par rapport à x. Et donc on obtient cette quantité-là. Pareil pour df sur dy, donc toujours d'après la règle de la chaîne. Et du coup, à l'arrivée, ben, quand on remplace là-dedans, mon df sur dx, je peux remplacer, mon df sur dy, je peux remplacer, et j'obtiens une nouvelle équation qui va s'écrire comme ça, avec des dg sur du et des dg sur dv. Ces dg sur du et dg sur dv sont calculés en h de xy, donc c'est-à-dire en ce point-là, qu'on va simplifier par un uv. Donc l'idée, c'est qu'on va obtenir une équation de ce genre-là. Et comme on est en UV, vous remarquerez ici que vous avez un
h-1, mon xy, je vais le remplacer par mon uv, je vais le remplacer par h-1 de xy. Bon. En tout cas, ici, on a notre nouvelle équation. Et dans cette nouvelle équation, l'idée, ça va être de s'arranger pour qu'il y ait un des paramètres ici qui s'annule. Parce que s'il y a un des paramètres qui s'annule, je vais me retrouver avec, par exemple, dg sur du égale quelque chose. Et si je me retrouve avec dg sur du égale quelque chose, je vais pouvoir intégrer, parce que cette fois-ci, ça ne dépend plus d'une seule variable. Donc imaginons qu'on est, alors bon, forcément je l'ai fait avec dg sur dv, mais qu'on ait dg sur dv est égal à ça. On va pouvoir trouver g, donc g de uv, ça va être onde primitive en v, donc 2uv plus 3v cube, plus j de u, n'oubliez pas la constante d'intégration, parce que je primitive par rapport à v, et quand on primitive par rapport à v, il y a une constante qui apparaît. Cette constante sera une fonction de u, parce que c'est une constante par rapport à v, et pas forcément par rapport à u. Donc on a une constante par rapport à u qui apparaît, et cette fonction va être de classe C1. Pourquoi? Parce que mon g est de classe C1. Parce que mon g, il s'écrit f rond h-1, où f et h-1 sont de classe C1. Donc du coup, j, c'est une fonction de classe C1, et on retrouve finalement en remplaçant f de xy, c'est g de ax plus by, cx plus dy. Je vous rappelle que f, c'est g rond h de xy. Et donc on remplace, et on obtient notre fonction f de xy avec une écriture qui, bon, voilà. Alors, il y a une autre technique de passage. Donc, vous remarquerez que, bon, pour finir avec ce changement de variable affine, c'est un changement qui est particulièrement adapté à ce genre de problème. Donc, des problèmes avec constante fois df sur dx plus constante fois df sur dy égale une fonction de xy. En général, ce changement de variable marche bien. En plus, on voit dès le départ qu'on va avoir une certaine latitude parce qu'on s'arrange juste pour avoir AD moins BC différent de 0. Donc, il y a beaucoup de valeurs de AD et BC qui vont marcher. Et c'est à la fin de notre changement de variable qu'on va se dire, ben, tiens, vu ce que j'obtiens, on va toujours obtenir quelque chose de genre là d'ailleurs. Vous remarquez que le début est complètement automatique. Et c'est une fois qu'on sera arrivé là qu'on va se dire, tiens, est-ce que je ne pourrais pas avoir des choix de A, B, C, D qui soient intelligents pour en aller un des deux et pas l'autre? Et donc, le choix, on va le faire assez facilement parce qu'on a une multitude de possibilités en gardant AD moins BC différent de 0. Alors l'autre changement de variable classique, c'est le changement de variable pour passer en coordonnées polaires. Donc il est particulièrement adapté à des cas où on a des trucs de ce genre là, donc moins y df sur dx plus x df sur dy, ou ce genre de cas-là. Et, et en physique aussi, il arrive souvent qu'on fasse ça pour des quantités qui dépendent que du rayon, des trucs de ce genre là. Donc on va le démontrer par un passage en coordonnées polaires. Donc l'idée est un peu la même, c'est de refaire mon schéma, mais vous remarquerez que le passage en coordonnées polaires, on écrit plutôt xy égale r cos θ, r sinus θ. Alors que dans le truc d'avant, on écrit plutôt uv égale ax plus by, cx plus dy. Donc vous voyez qu'on l'a écrit à l'envers par rapport au coup d'avant. Donc la nouvelle variable était écrite en fonction de l'ancienne. Tandis qu'ici, c'est l'ancienne variable qu'on écrit en fonction de la nouvelle. Donc ce qui fait que dans mon schéma, je vais refaire le même schéma, mais ma fonction h, cette fois-ci, elle va pointer vers le bas. Donc regardez, comparez avec ce schéma-là, la fonction h elle permet de passer de l'ancienne variable à la nouvelle. Là, la fonction h me permet de passer de la nouvelle variable à l'ancienne, parce que c'est mon xy que j'écris en fonction de r et θ. Mais n'oubliez pas que cette fonction h, c'est toujours une bijection. Donc finalement ici, je peux faire comme ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire mettre une flèche dans l'autre sens. Et cette flèche dans l'autre sens, je vais l'appeler h-1, parce que c'est la bijection réciproque. Et du coup, on se retrouve dans la même situation avec la possibilité de tourner. Donc ici, on va pouvoir écrire que f, ça va être g rond h-1, ou que g, ça va être f rond h. Donc on a ces écritures, f, g égale f rond h, ou alors, forcément je ne l'ai pas écrit, mais on peut écrire que f c'est g rond h-1. Alors, le problème qu'on a ici, c'est que par exemple, dans le cas des changements en coordonnées polaires, le h-1, on ne le maîtrise pas bien. Il est assez difficile à écrire. Alors, si vous êtes complètement à l'aise avec ça, vous pouvez essayer d'écrire votre h-1, mais vous verrez qu'il est assez dur à écrire. Et donc, dans ce genre de cas, on aurait voulu avoir les dérivées de f par rapport à x en fonction de celles par rapport à de g par rapport à r et de g par rapport à θ. Mais on va plutôt le faire l'inverse. Et on va calculer dg sur dr et dg sur dθ en fonction de df sur dx et df sur dy. Donc pour ça, on va partir de cette formule-là. Et on va appliquer la règle de la chaîne, encore une fois. Donc on va appliquer la règle de la chaîne qui me dit que comme g c'est f rond h,
où mon h c'est r cos θ, r sinus θ, et ben, je vais calculer mes dérivés. Donc c'est df sur dx fois la première dérivée de la première variable, donc r cos θ par rapport à r, plus df sur dy fois la dérivée de la deuxième variable par rapport à r, et on obtient cette formule-là. Et pour dg sur dθ, on fait pareil avec le θ. Et vous remarquerez que ici, si on écrit ça sous la forme d'un système, ben on a dg sur dr, dg sur dθ, qui va être égal à la matrice cos θ, sinus θ, moins r sinus θ et r cos θ, fois le vecteur colonne df sur dx, df sur dy. Et la matrice qui va apparaître devant, donc avec les termes que j'ai surlignés en jaune, c'est une matrice qui va être inversée, parce que si vous calculez son discriminant, son déterminant, on va obtenir r cos carré θ plus r sin carré θ. Et donc si on met le r en facteur, on a r facteur de cos carré plus sin carré, donc r facteur de 1. Et donc le déterminant de cette matrice est égal à r. Et comme r est non nul, parce qu'on s'est placé sur r plus étoile comme première coordonnée, ce déterminant est non nul, et donc on peut inverser cette matrice. Donc on inverse cette matrice avec les formules habituelles pour une matrice de 2, et ça nous permet de réobtenir df sur dx, df sur dy, en fonction de dg sur dr et dg sur dθ. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir remplacer dans l'équation, peu importe laquelle, et vous allez voir que ça va bien marcher, parce qu'il y a un des deux termes qui va disparaître. A priori, en général, ce qu'on fait disparaître, c'est souvent le terme par rapport à θ, et on va obtenir quelque chose qui ne dépend que de r, et donc on va pouvoir comme ça intégrer assez facilement. Alors après, ces changements de variables donc, sont de deux types. Ces deux types de changements de variables qui sont usuels, donc le changement de variable affine et le changement de variable polaire. Mais on peut faire des changements de variables de manière très différente, donc ces changements de variables vous seront donnés. Mais vous remarquerez que finalement, dans le premier changement de variable, on donne les nouvelles variables en fonction des anciennes, et dans le deuxième, on donne les anciennes en fonction des nouvelles. Et bien, ça va conduire à des types de changements de variables qui seront beaucoup plus généraux, ou par exemple ce changement de variable, donc vous voyez ici je donne mes anciennes variables x et y en fonction des nouvelles. Et du coup on va se retrouver avec une écriture de ce genre là. Donc on va poser h de uv égale psi de uv phi de uv. Et donc vous voyez que ce h va me permettre de passer de uv au xy. Remarquez bien que là j'ai les anciennes variables par rapport exprimées en fonction des nouvelles, comme dans le cadre du changement du passage en coordonnées polaires. Et du coup je me retrouve avec le même schéma. La seule différence c'est qu'au lieu d'avoir un rθ ici, je vais avoir uv parce que c'est pas forcément un rθ que j'ai ici. Mais j'ai le même schéma. Donc j'ai mon h qui descend, le h-1 qui va remonter, et donc je vais pouvoir pivoter autour de ce schéma comme tout à l'heure, et calculer, alors ici pareil, même chose, mon h je le connais, est-ce que h-1 je le connais bien? A priori non. Donc je vais être obligé, comme dans le cadre des changements de variables via les coordonnées polaires, à calculer la dérivée de g par rapport à r et de g par rapport à θ en fonction des dérivées de f par rapport à x et de f par rapport à y, et d'inverser le petit système de 2 que je vais obtenir. Et donc comme ça on va pouvoir avancer. Le dernier changement de variable, donc c'est l'inverse. Cette fois-ci on va donner une nouvelle variable en fonction des anciennes. C'est ce qu'on avait fait dans le cadre des changements de variables affines. Donc les nouvelles variables en fonction des anciennes. Et on se retrouve du coup avec le même schéma. Encore une fois, on peut mettre le h-1 cette fois-ci qui va remonter. Et donc, le h-1 ici qui va descendre. Et on va pouvoir appliquer la règle de la chaîne. Et directement, on va écrire notre f. C'est h rongé. Et comme c'est h rongé, on va pouvoir... c'est g rond h, autant pour moi. Mon f, c'est g rond h. Et on va pouvoir appliquer la règle de la chaîne pour exprimer les dérivées de f en fonction de celle de g, et du coup remplacer. Alors la question qui se pose tout de suite, j'imagine pour vous, c'est vous dire ouais mais ces changements de variables, déjà ça a l'air compliqué. C'est pas si simple que ça, je suis d'accord, mais vous verrez, il faut en poser un ou deux pour se rendre compte que ça marche plutôt bien. Donc faites un dessin, si vous ne faites pas ce dessin, c'est mort. Et vous remarquez que sur ce dessin, j'ai fait l'effort à chaque fois de mettre toujours mon xy en haut. Qu'est-ce que devient mon xy sur les trois sommets? Et mon UV en dessous, qu'est-ce que devient mon UV sur les trois sommets? Et faire l'effort derrière d'écrire à côté, qu'est-ce qu'on a? G de UV, G, comment il s'écrit en fonction de F et H ou H-1, moins F, comment il s'écrit en fonction de G et de H, ou de G et de H-1,
Et à partir de là, on pourra mettre en place des dérivations via la règle de la chaîne. Donc ça, prenez bien le temps de faire ce schéma-là, posez les choses et vous verrez que ça se passe plutôt bien. Et donc la question clé, c'est se dire, mais ce changement de variable, comment je le trouve? Alors, a priori, on pourrait se dire que ces cas-là sont des cas classiques, on ne vous le donnerait pas. D'un côté, c'est des cas classiques, oui, mais on les voit jamais. Donc, comme on les voit jamais, ils n'ont rien de classique. Donc, je pense que quoi qu'il en soit, ces changements de variables, on va vous les donner. On va vous dire, tiens, on pourrait poser UV égale ça, par exemple. Ou on va vous dire, tiens, vous pourrez peut-être penser à passer aux coordonnées polaires. Donc, dans ces changements de variables, si on vous les donne, changements de variables affines ou en coordonnées polaires, on va attendre de vous, notamment pour les coordonnées polaires, que vous soyez capable de dire qu'on va se placer sur R plus étoile croix 0,2 pi, à image d'un R2 privé de 0,0. Là, on peut attendre de vous que vous disiez, ben tiens, pour que mon changement soit valable, il faudrait que ce soit bijectif, et donc que ma matrice qui est là soit inversible, et donc que AD moins BC soit non nul. Mais c'est tout. Et sinon, si jamais c'est pas un de ces deux changements de variable là, qu'on vous donnerait déjà, je pense, a priori, ben on va vous le donner, le changement de variable. Si il s'écrit comme ça ou comme ceci, on va vous le donner, et donc vous avez juste besoin de faire ce changement de variable, d'exprimer les dérivés de f en fonction des dérivés de g, et vous verrez que derrière, tout va bien marcher. Vous avez remplacé dans l'équation et vous êtes tombé sur un truc sympathique qu'on va pouvoir intégrer. Donc j'essaierai de faire un ou deux exos pour vous montrer en pratique comment ça marche sur les exos, mais vous verrez que ça marche plutôt bien.